Rebonjour, cher étudiant, et donc bienvenue dans les méthodes. Ok, comme premier exercice, nous allons voir là comment comprendre le principe de l'expérience de Michelson et Morley. Donc à la fin du 19e siècle, on pense que la lumière se propage dans l'éther, à la vitesse c, et que la Terre y est animée d'une vitesse v. On réalise des interférences lumineuses à partir d'une source S et d'une lame semi-réfléchissante L, placée à distance presque égale de deux miroirs. Donc voilà la situation. On a une source, une lame semi-réfléchissante, donc il y a une partie ici qui est réfléchie sur le miroir A et qui revient comme ça, d'accord? Et il y a une autre partie qui est transmise directement vers le miroir B, réfléchie par ce miroir, et qui revient comme ça, d'accord? Donc ce qui a été réfléchi au début est transmis au retour, ce qui a été transmis à l'aller est réfléchi au retour. Voilà. Et ces deux faisceaux lumineux, ces deux rayons, d'accord, quand ils reviennent, ils sont détectés sur un écran. Alors, question. Pourquoi peut-on espérer observer des franges d'interférence? Deuxièmement, dans le référentiel terrestre, on fait tourner le dispositif autour de l'axe vertical, autour de l'axe là. Oups, on le fait tourner. Les franges ne se décalent pas. Pourquoi est-ce surprenant? Pourquoi est-ce que c'est surprenant? Voilà. Ah bah écoutez, c'est l'énoncé, d'accord? C'est à vous de jouer. Prenez votre papier et votre crayon, arrêtez la vidéo et attaquez-vous à cet exercice et essayez de comprendre ce qui se passe là-bas. Alors, si vous trouvez que c'est difficile de démarrer comme ça, petit conseil, pensez que les différents trajets n'ont pas tous la même longueur. Ok? Puisque la distance est, voilà, la lame réfléchissante ici, semi-réfléchissante, elle est placée à distance presque égale de deux miroirs. Pas égale. Ok? Voilà. Donc avec ce petit conseil, essayez d'aller jusqu'au bout maintenant. À tout à l'heure. Alors, allons-y pour la résolution de ce premier exercice de méthode. Sous question 1. Pourquoi peut-on espérer observer des franges d'interférence dans le système? Bien, si on regarde bien le graphique, on voit que les trajets SO et OE sont effectués en des temps égaux par les rayons 1 et 2. Par contre, un déphasage se crée entre le rayon 1 sur le trajet O à O, d'accord, et le rayon B sur le trajet OBO, car les distances ne sont pas exactement égales. D'accord? Donc il y a un déphasage qui se crée par une différence de trajet optique parcouru par la lumière, et donc on doit s'attendre à des franges d'interférence. Ok. Deuxième sous-question alors. Dans le référentiel terrestre, on fait tourner le dispositif autour de l'axe vertical. Les franges ne se décalent pas. Pourquoi est-ce surprenant? Eh bien, si on regarde bien de nouveau le graphique, on se rend compte que suivant l'axe horizontal, d'accord, il y a le sens de déplacement de la Terre. Donc la Terre se déplace sur l'axe horizontal, de gauche à droite, et la source de lumière se déplace aussi de gauche à droite ou de droite à gauche. D'accord? Donc si la source de lumière se déplace de gauche à droite, elle va dans le même sens que le déplacement de la Terre, sinon elle va dans le sens opposé. Ce qui veut dire que, horizontalement, on va avoir que la vitesse de la lumière est c plus ou moins v, suivant que la lumière se déplace dans le même sens que la Terre ou dans le sens opposé. Suivant l'axe vertical, par contre, la Terre ne se déplace pas, suivant cet axe-là, donc seul le rayon lumineux a une vitesse, donc c'est vers le haut ou vers le bas. D'accord? Donc on aura une vitesse c dans tous les cas. Ok. Alors, si on fait tourner maintenant autour de l'axe vertical, eh bien on introduit ce qu'on appelle un angle alpha. Alors, les vitesses changent. Cette fois-ci, ça veut dire que suivant les angles obliques, alors je vais l'appeler oblique 1 et oblique 2, ce qui va se passer, c'est que on va introduire un sinus et un cosinus de l'angle alpha. Donc dans un cas, on va voir que la vitesse sera cette fois c plus ou moins v sinus alpha. Et dans l'autre cas, on aura c plus ou moins v cosinus alpha. Ok? Donc, le déphasage entre OBO et OAO, dont on avait parlé dans la sous-question 1, a varié.
Et si le déphasage a varié, c'est que là, il y a une différence de distance, donc il devrait y avoir des franges. Les franges devraient se décaler. D'accord? Donc il y a des franges, mais ces franges devraient se décaler parce qu'on a changé de trajet avec l'angle. Or, le phénomène n'a pas été observé. On peut donc en déduire que, quelle que soit l'orientation du dispositif, quel que soit l'angle alpha qu'on a introduit, d'accord, les rayons 1 et 2 se propagent toujours à la vitesse c. Et donc c et v ne se composent pas. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière est invariable. Ou est invariante, pour être plus précis. D'accord? Et cette expérience donc a également permis de prouver que l'éther n'existait pas. Voilà. Ben écoutez, avec ça, ça termine cet exercice de méthode. J'espère que l'explication vous satisfait. Et puis on passe tout de suite au numéro 2 alors. À bientôt. Alors, dans cet exercice 2, on veut étudier la désintégration des ions cosmiques. Des muons issus du rayonnement cosmique traversent en permanence l'atmosphère, qui est une épaisseur de 10 km, à la vitesse v de 0,997 c. Wow, c'est très proche de la vitesse de la lumière. Donc. Ces particules sont instables. Pour une population donnée, la moitié se désintègre au bout d'un temps, t mu, qui est égal à 2 microsecondes. Question: montrez que dans le cadre classique, presque aucun muon ne peut atteindre le sol avant de se désintégrer. Deuxième sous-question: qu'en est-il dans le cadre relativiste? Ok, ça vous parle? Bon, j'espère. Écoutez, arrêtez la vidéo, papier crayon, et allez-y pour la résolution. Tout s'est bien passé? Vous y êtes arrivé? Bon, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, bon, il faut, hein, parce que le jour du bac, c'est ce qu'il faudra faire. Alors, si vous n'y êtes pas arrivé, quand vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour le bac, voici quelques conseils. Pour la question 1, il faut comparer l'ordre de grandeur de l'épaisseur de l'atmosphère à la distance pouvant être parcourue par un nombre significatif de muons. 2, pour le 2, il faut évaluer la dilatation du temps. Voilà. Avec ces deux conseils-là, vous pouvez normalement démarrer et aller jusqu'au bout. Et donc on se voit après pour la solution. Hein? Allez-y, faites-le, faites tout, et puis on se voit. Alors allons-y pour la résolution de cet exercice 2. Et tout d'abord la première sous-question. Donc montrer que dans le cadre classique, presque aucun muon ne peut atteindre le sol avant de se désintégrer. Eh bien on nous dit que le temps pour se désintégrer, c'est T mu est égal à 2 microsecondes. 2 microsecondes, c'est aussi 2, 10 moins 6 secondes. C'est très petit, d'accord? Donc, quelle est la distance parcourue pendant ces 2 microsecondes? D'accord? La distance parcourue va être D est égal à V fois T mu. Et on nous dit que V c'est égal à 0,997 C fois T mu. Ce qui veut dire aussi que c'est 0,997 fois 3 10 exposant 8 fois 2 10 exposant moins 6 secondes. Donc au total, ça nous fait le produit de ça. Donc ça va nous faire à peu près 6 fois 10 exposant 2 mètres. D'accord? Donc 600 mètres. Donc que se passe-t-il? Il se passe qu'après 2 microsecondes, d'accord, il y a la moitié de la population de muons qui s'est désintégrée. Hein? Donc c'est en 600 mètres. Donc la moitié des muons disparaît au bout de 600 mètres. Donc la moitié de la moitié, c'est un quart, il n'en restera qu'un quart au bout de 1,2 km. Il restera la moitié de un quart, c'est-à-dire un huitième au bout de 1,8 km, etc. Comme l'épaisseur des couches denses là, de l'atmosphère est de l'ordre de 10 km, presque aucun muon ne va atteindre le sol. D'accord? Voilà, donc ça c'est le point de vue classique. Qu'en est-il alors dans le cadre relativiste? Eh bien, dans le cadre relativiste, la durée moyenne de vie des muons, mesurée depuis le sol, n'est pas delta tau. D'accord? Entre parenthèses, n'est pas tau mu. Ou T mu, comme on l'avait noté. D'accord?
T mu c'est delta tau, mais plutôt delta T qui va être égal à 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré fois ce delta tau. Ok? On utilise ici la dilatation des temps. Ce qui veut dire que ça va être égal à 1 sur la racine carrée de 1 moins 0.097 C sur C, on va le dire ainsi, le tout au carré, fois delta tau. Ce qui nous fait donc, alors 1 sur racine de 1 moins 0.997 C sur C fois delta tau, si on fait le calcul, ça nous fait 13 fois delta tau. Ok. Donc, pendant delta t, il parcourt en fait 13 fois la distance calculée dans le sous-exercice 1. Donc, au bout de 8 km, d'accord, ce qui fait 13 fois 0,6 c'est égal à 8, il en reste donc encore la moitié. Et donc, il en restera encore un quart après 16 km. Donc, certains, et même une bonne proportion, pourront atteindre le sol. Ça va? Voilà. Ça termine cet exercice, j'espère que c'est clair. Et donc on voit que puisqu'on travaille ici à des vitesses relativistes, il y a des choses qui se passent qui ne seraient pas possibles dans le cas classique. Voilà, à tout de suite pour l'exercice 3. Au revoir. Alors, nous revoilà dans les énoncés. Donc c'est l'exercice 3. Et on va utiliser la dilatation du temps pour expliquer d'autres phénomènes relativistes. Alors, deux jumeaux travaillant dans une agence spatiale décident de se séparer le temps d'un voyage interstellaire. Le premier, muni d'une horloge H1, reste pendant toute la durée du voyage sur la Terre. Le second, muni d'une horloge H2, s'embarque à bord d'une fusée. Le mouvement de cette fusée peut être décomposé en 5 phases. Dans une première phase, elle accélère, jusqu'à atteindre une vitesse v proche de celle de la lumière. Dans une deuxième phase, elle s'éloigne de la Terre dans un mouvement rectiligne et uniforme à la vitesse v. Dans une troisième phase, elle fait demi-tour. Dans une quatrième phase, elle se rapproche de la Terre dans un mouvement rectiligne et uniforme à la vitesse v. Et puis enfin, dans une cinquième phase, elle décélère pour s'immobiliser à son point de départ. Alors, on note R1, le référentiel attaché au premier jumeau, qui est supposé galiléen, et R2, celui attaché au second jumeau. À l'arrivée, les deux jumeaux se retrouvent et ils constatent étonnés que le premier a plus vieilli que le second. Alors, question. Dans quelle phase du mouvement de la fusée le référentiel R2 est-il galiléen? Justifié. 2. Par rapport à quelle horloge le deuxième jumeau lira-t-il son temps propre? T02. Même question pour le premier jumeau. 3. Exprimez la durée delta T02 du voyage écoulé dans le référentiel R2 en fonction de la durée delta T1 écoulée dans le référentiel R1. Pour cela, on considère que l'essentiel du voyage est réalisé au cours des deuxième et quatrième phases. 4. En comparant les deux durées, expliquez pourquoi le deuxième jumeau revient sur Terre plus jeune que le premier jumeau. 5. La durée du voyage mesurée avec l'horloge H1 est égale à delta T1 est égale à 2 ans. Calculez la durée delta T02, puis déterminez l'écart d'âge entre les deux jumeaux en jours. Données. Nous avons la vitesse de la lumière et la vitesse de l'objet V dans sa phase en mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Donc c'est un exercice un tout petit peu plus long, mais qui fait appel exactement aux mêmes notions que celles des deux précédents. Allez-y, c'est à vous. Alors, voici les conseils si vous en avez besoin. Sinon, vous attendez juste un petit peu, je vais arriver avec la solution. Donc, 1. Un référentiel est galiléen s'il est en mouvement rectiligne et uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen. 2. Le temps propre d'un système correspond au temps écoulé dans le référentiel où le système est au repos.
3, il s'agit d'appliquer la relation qui donne la dilatation des temps, c'est-à-dire delta t est égal à gamma fois delta t 0, avec gamma qui est égal à 1 sur racine carrée de 1 moins v sur c au carré. Quatrièmement, la valeur de gamma elle est toujours supérieure à 1, ça vous donne des réponses. Et cinquièmement, attention de bien convertir les unités de temps. Un an, c'est 365,25 jours. Voilà. Et bien avec ces conseils, vous êtes partis jusqu'au bout. À tout à l'heure. Donc allons-y pour la résolution de cet exercice 3, avec la première question. Dans quelle phase du mouvement de la fusée le référentiel 2 est-il galiléen? Justifié. Eh bien, le référentiel R2 est galiléen dans les deuxième et quatrième phases, car c'est dans ces phases qu'il est en mouvement rectiligne et uniforme par rapport au référentiel R1, qui est lui-même galiléen. Ok, donc, sous-question 2. Par rapport à quelle horloge le deuxième jumeau lira-t-il son temps propre, T02? Même question pour le premier jumeau. Eh bien, le deuxième jumeau lira son temps propre, T02, sur l'horloge H2, car il est immobile dans le référentiel R2. Par un même raisonnement, le premier jumeau lira son temps propre, T01, sur l'horloge H1. Ok, tout va bien là? Alors, question 3. On veut ici déterminer, ou exprimer, la durée delta T0 du voyage écoulé dans le référentiel R2 en fonction de la durée delta T1 écoulée dans le référentiel R1. Pour cela, on considère que l'essentiel du voyage est réalisé au cours des deuxième et quatrième phases. Donc, supposer qu'on ait l'essentiel du voyage est aux deuxième et quatrième phase, ça veut dire qu'on va avoir une vitesse V, d'accord? Et la durée delta T0 du voyage écoulé dans le référentiel R2, c'est le temps propre. Donc, on va avoir une relation entre delta T1 et delta T02 qui sera que delta T1 est égal à gamma fois delta T02, puisque delta T02, c'est bien le temps propre, le temps du voyage écoulé dans le référentiel R2, quand on est immobile dans le référentiel R2. Ok? Donc, par là même, en inversant la relation, on a que delta T02, c'est delta T1 sur gamma, avec gamma qui est égal à 1 sur racine carrée de 1 moins V sur C au carré, qui est, rappelons-le, un nombre qui est toujours plus grand ou égal à 1. Ok. Donc, quatrièmement, en comparant les deux durées, expliquez pourquoi le deuxième jumeau revient sur Terre plus jeune que le premier jumeau. Eh bien, si je considère ce que je viens d'écrire, donc delta T02, c'est delta T1 sur gamma, et gamma est toujours plus grand ou égal à 1, d'accord? Donc je vais diviser delta T1 par un nombre plus grand ou égal à 1, donc delta T02 sera plus petit que delta T1. Ok? Donc delta T1 s'identifie avec le temps propre du premier jumeau. Durant le voyage, le temps s'écoule plus lentement pour le deuxième jumeau que pour le premier. On en conclut que le deuxième jumeau sera donc plus jeune que le premier à son retour. Ok? Puisque l'intervalle de temps passé par le jumeau 2 dans son voyage, l'intervalle de temps est plus petit pour le jumeau 2 que pour le jumeau 1. Cinquièmement alors, la durée du voyage mesurée avec l'horloge H1 et delta T1 est égale à 2 ans. Alors 2 ans exprimé à la troisième décimale. Calculez la durée delta T02, puis déterminez l'écart d'âge entre les deux jumeaux. Alors, on sait que delta T02, c'est delta T1 sur gamma. Ça veut dire, c'est delta T1 divisé par gamma, ça veut dire qu'il faut inverser la relation ici. C'est-à-dire qu'on va multiplier delta T1 par la racine carrée de 1 moins V sur C au carré. Ok? Ce qui nous fait, alors, delta T1, c'est 2 ans. La racine de 1 moins V sur C au carré, ça va être 1 moins
Alors, la vitesse de l'objet, on sait, c'est 2,50. 2,50 10 exposant 8, divisé par la vitesse de la lumière, qui est égale à 3,00 10 exposant 8, le tout au carré. N'oubliez pas le carré, c'est important. Et donc ça nous fait en fait 1,106 ans. Ok? Si on regarde ça en années et en jours, ça nous fait donc 1 an et 39 jours. Donc l'écart entre les deux jumeaux, ce sera quoi? L'écart entre les deux jumeaux va être delta T1 moins delta T02, ce qui fait 2 ans à 3 décimales près, moins 1,106 ans, ce qui fait 0,894 ans, ou encore 326 jours. C'est assez phénoménal, hein? Donc le jumeau 2, en partant en voyage, eh bien, il a vieilli de moitié que son frère, à peu près. Pas mal les effets relativistes, hein? Voilà. Eh bien, écoutez, ça termine ce troisième exercice de méthode, et donc, la partie méthode en tant que telle. Ok, tout s'est bien passé, j'espère, vous avez bien suivi le tout, et on se voit alors dans les exercices où vous allez vous exprimer encore un peu plus. Allez, à bientôt. Portez-vous bien et faites une petite pause si vous en avez besoin. Au revoir.